Bien, bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Sur la thématique de refonder l'université et la recherche, et sur une thématique ici environnementale, je vous propose des discussions que nous menons au sein du groupe de réflexion, du collectif Labo 1.5, qui je crois sera présenté peut-être un peu après moi, qui est un collectif de chercheurs s'occupant de la question du changement climatique au sein de la communauté scientifique. Et donc, dans ce collectif, il y a différents groupes, pour un groupe de réflexion, auquel je participe et auquel j'ai amené cette proposition, une sorte de plaidoyer, pour mettre en place un jour de travail par semaine qui soit dédié à la transition environnementale et climatique, que j'ai appelé Work Day for Future, par analogie avec différents mouvements qui existent depuis plusieurs années, que ce soit les Fridays for Future ou les Scientists for Future. Voilà, donc je vous laisse également mon adresse, ceux qui voudraient me répondre après par mail sont évidemment les bienvenus. Je vais je vais donc présenter ce que j'entends par ce Workday, quels seraient les objectifs. C'est à l'état de projet, d'idées sur lesquelles nous débattons avec un changement climatique qui s'accélère et pour lequel le GIEC nous donne environ 10 ans pour changer de manière très significative les émissions carbone des sociétés modernes. Et la transformation socio-environnementale qui est appelée est de très grande ampleur et nécessite très certainement une mobilisation de la société. Face à cet enjeu, il y a depuis très longtemps des mobilisations citoyennes, des mobilisations de la société civile en général. Peut-être trouverez-vous cela un peu caricatural, mais je l'oppose à ce que je vais ici défendre, qui serait une mobilisation professionnelle. Dans les mobilisations que j'appelle de nature citoyenne, elles se font pour beaucoup sur le temps libre de chacun, et donc à charge aussi sur le temps personnel. Elles se font bien souvent de manière bénévole, même s'il y a beaucoup de structures qui sont financées. Elles se font plutôt dans la sphère de la consommation, voire la sphère familiale, et elles ont tendance à toucher les individus plutôt par affinité politique, dans le sens où elles rassemblent des individus qui se sentent responsables et sensibilisés à ces questions. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'idée d'une mobilisation qui soit professionnelle. Professionnelle au sens de l'opposition que l'on fait quelquefois entre le travail amateur et le travail professionnel. Le travail amateur n'étant pas un travail mal fait, mais au contraire, il y a un travail qui n'est pas payé. Et donc là, la mobilisation professionnelle, c'est qu'elle se ferait sur le temps de travail, qu'elle correspondrait donc à un jour de travail qui est payé par l'employeur. Étant professionnel, c'est donc dans la sphère de la production que son impact se jouerait, et elle toucherait, parce qu'elle rentre dans la sphère de la production, l'ensemble de la population et non pas simplement les personnes sensibilisées pour des raisons politiques ou simplement environnementales. L'idée, donc là je suis à la troisième page, si vous me suivez, l'idée est d'aller vers la conquête d'un nouveau droit professionnel. Si je propose ça, c'est lié à mon histoire personnelle syndicale, qui m'a beaucoup intéressé et formé, je dirais. C'est qu'à l'image du droit syndical et du fait que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical ont conquis en un siècle et demi des droits, et notamment des droits d'avoir du temps de travail qui soit payé pour s'occuper des questions syndicales. Donc l'idée, c'est de faire la promotion d'un nouveau droit professionnel, qu'il faudrait donc acquérir, évidemment, qui serait le droit de consacrer un jour par semaine à cette transition environnementale climatique qui est appelée par l'accélération de la dégradation de l'environnement et du climat. Un jour qui serait donc effectué sur le lieu de travail payé par l'employeur, de manière analogue à ce qui se passe pour les décharges syndicales, qui serait directement intégré à l'économie existante, et non pas, qui ne serait pas une nouvelle économie verte se plaçant là pour suppléer l'économie traditionnelle, voire la remplacer. De manière assez réaliste,
il suffirait qu'une petite partie des employés, voilà aussi un peu à l'image de la décharge syndicale, qu'une petite partie des employés, des employés, je crois que j'ai écrit un peu, excusez-moi, des salariés s'y consacrent, parmi ceux qui les feraient à la demande, parce qu'effectivement, si nous avons un jour par semaine qui est dédié à ça pour 5% des salariés, donc une personne sur 20, on a quand même 1% du temps de travail collectif total, peut-être 1% du PIB d'une certaine manière, mais en tout cas, voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et ça, c'est déjà un travail collectif totalement colossal. Ces travailleurs de ce jour, pour le futur, se structureraient en réseau pour collaborer, sensibiliser, former leurs collègues et donc diffuser à travers toute la société. Quel intérêt pour les travailleurs et même pour les entreprises, comme je l'ai présenté, de rejoindre une telle mobilisation ou un tel réseau? C'est que, évidemment, des salariés mieux formés seraient mieux à même de gérer leur propre carrière professionnelle face à ces questions-là, faire le choix éventuellement d'un changement de travail ou en tout cas impulser des nouvelles énergies dans leur activité professionnelle. Et puis pour les entreprises elles-mêmes, je pense que ça pourra avoir un intérêt comme je vais le présenter par la suite. Alors pourquoi présentais-je cela dans ces journées d'Europe pour fonder l'université et la recherche? Je pense que la communauté scientifique a un rôle intéressant et important à jouer là-dedans. Donc c'est un peu sous la question de la responsabilité de l'utilité sociale de l'université qui est discutée cet après-midi. Effectivement, la communauté scientifique est quand même une communauté de travail très singulière au niveau mondial. Il n'y en a pas beaucoup d'autres du même acabit. C'est une communauté qui sait travailler à l'échelle mondiale sans la barrière de la langue. Et là, sur les questions climatiques en particulier, je pense plus généralement sur les questions environnementales, la question internationale et mondiale, et la question des coordinations des initiatives est importante pour que les concurrences et les fausses concurrences entre États ne jouent pas contre une tentative de surmonter ces difficultés. C'est aussi, je dirais de manière quasi professionnelle, une communauté qui est plus désintéressée que la moyenne. Elle n'est évidemment pas totalement désintéressée et certainement pas individuellement désintéressée, mais elle est globalement, collectivement, un peu par formation. Donc, je suis moi astrophysicien ou physicien, je pense que ça vaut pour l'ensemble des chercheurs de la communauté scientifique. Et donc, à ce titre, elle peut faire prévaloir l'intérêt général et le bien commun, à distinguer de l'intérêt public, qui est celui des États, et des intérêts des grands groupes en général. La communauté scientifique française ou mondiale rassemble aussi l'ensemble des expertises scientifiques, même si l'expérience du terrain lui fait souvent défaut, mais l'ensemble des expertises scientifiques qui sont nécessaires pour endosser la complexité du problème. Et à ce titre, elle a donc le regard global qui est nécessaire et que le chien a déjà démontré. C'est également une communauté qui maille très bien le territoire national en France, qui a globalement la confiance des populations, même si cela est effectivement régulièrement discuté quand il s'agit de santé publique, par exemple, mais je ne pense pas qu'on puisse non plus réduire le bilan de la science au bilan de la santé publique. Et puis, d'un point de vue très politique et pédagogique, si la communauté scientifique s'engageait là-dedans, au-delà des rapports qu'elle fait, ce serait un engagement effectif de l'État, en tout cas un engagement effectif des agents de l'État, compensant le plus faible engagement des États eux-mêmes. Alors en pratique, c'est parti de l'idée que les scientifiques, et c'est pour ça que j'ai contacté Rogue, parce qu'il me semble que la question des libertés académiques est une des libertés qui est chère à ce mouvement. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs des différents instituts ont une liberté académique qui leur donne une certaine marge de manœuvre pour travailler, pour affecter un jour de leur travail de chaque semaine à ce qu'ils estiment être de leur devoir et de leur profession. Et donc les chercheurs qui sont intéressés, pas tous, on va le voir, mais les chercheurs qui seront intéressés pourraient très bien se mobiliser, un peu d'une certaine manière sortir du rang, en disant à partir de maintenant, nous consacrons un jour par semaine à travailler là-dessus.
dans une sorte d'acte politique autonome de la communauté scientifique qui assumerait ses responsabilités devant la société qui est bien diminuée par rapport à l'étendue et l'enjeu des travaux à mettre en place. Alors évidemment, quand on pense à ça, on se dit ça va être dur de convaincre tout le monde, mais on n'a même pas besoin de convaincre tout le monde. Il n'est pas important que tout le monde puisse rejoindre un tel mouvement. Beaucoup de gens ne le voudront pas, soit parce qu'ils sont d'abord intéressés par leur carrière, soit qu'ils n'ont pas le temps, soit qu'ils n'aiment pas les tournées que s'en prend. Je dirais qu'à ce niveau-là, c'est l'histoire du syndicalisme assez instructive. L'histoire du syndicalisme est évidemment une histoire collective, mais elle a commencé petit et elle n'a pas attendu d'avoir tout le monde avec elle pour se battre. Et donc, par exemple, à titre d'exemple, si on avait 5% des 60 000 chercheurs permanents, chercheurs et enseignants-chercheurs, un jour de travail pour ces 5%, un jour de travail par semaine pour ces 5%, il y a déjà plus de 100 000 heures de travail par an. Ce qui est évidemment considérable et ce qui laisse la liberté aux 19 autres sur le point de faire ce que pour l'ensemble certains nous rejoindraient plus tard, comme ça a été le cas dans l'histoire du syndicalisme. En tout cas, il serait tout à fait possible de lancer un tel mouvement. Suite à ça, je pense que le contexte actuel se prête assez bien à une bonne réception. Ça, c'est des choses dont j'aimerais déjà discuter avec vous, mais je pense que le contexte actuel fait que les tutelles auraient une certaine difficulté à refuser un tel mouvement, somme toute minoritaire, prenant une part assez faible dans le travail collectif, et aurait du mal à défendre un tel refus devant une population qui, je dirais, appelle un peu de ses voeux que les personnes responsables, non pas responsables au sens de coupable, mais les personnes responsables en capacité de prennent en main ces choses-là. Je pense que la communauté scientifique en fait partie. Et nous aurions donc, dans la foulée, intérêt à convaincre les tutelles de donner ce droit, s'il s'agit de conquérir un droit, également aux biatos, aux administratifs, aux techniciens, aux ingénieurs dont on a absolument besoin pour effectuer le travail et qui sont aussi essentiels que nous à la vie de la communauté scientifique. Ensuite, et c'est ce que je vais présenter, évidemment, il faut une ouverture à la société civile et aux entreprises, à la fois pour des résultats et même pour simplement les compétences. Je le développe. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas du tout d'une mobilisation d'experts qui est envisagée là, mais au contraire, une mobilisation de non-spécialistes. C'est-à-dire que tout scientifique que nous sommes, nous ne sommes évidemment ni le seul ni le principal, encore moins le principal, puis de compétences et d'expertise sur toutes les questions d'environnement. Beaucoup de gens sont mobilisés sur ces questions depuis des décennies, des collectifs, de la société civile, des associations d'intérêt public, des entreprises, et on n'a pas spécialement de légitimité particulière à faire valoir là-dessus. Donc on a besoin des experts scientifiques du changement climatique, des experts pratiques que la société civile possède. Ce que nous apportons, c'est une position, si on veut, un peu militante, et en fait un temps de travail collectif disponible, et c'est là que l'utilité sociale arrive, avec un petit 1%, on arrive à fournir une utilité sociale très importante à la société pour relier et mettre en action les compétences de la société. Être un peu une sorte de hub, de colonne vertébrale, de réseau, sans y mettre la moindre hiérarchie dans cette expression. Alors, les scientifiques de ce réseau que j'appelle W4F pour Day for Future travailleraient donc auprès des structures existantes qui sont déjà engagées de longue date dans cette transformation. Les gens se formeraient, on a quand même cette capacité à se former, en tout cas pour les enseignants-chercheurs, même si on a une base solide universitaire, on sait très bien que souvent on va se former pour enseigner le propre cours. On doit réapprendre, il y a tout un travail qui, à mon avis, est tout à fait dans nos cordes, sachant qu'on a aussi des experts avec qui on sait parler, dans le sens où ces non-spécialistes militants, d'une certaine manière, seraient l'interface entre la société civile et les expertises plus pointues et seraient capables de répondre aux questions que la société civile se pose. Et donc, c'est un collectif qui présente une expertise collective de la société, qui est coordonnée par un réseau, pour aller contrer un peu la dominance qu'on voit actuellement
maintenant depuis plusieurs décennies, de l'expertise individuelle du chercheur qui est sortie du chapeau, promu dans les médias, et qui ne représente pas du tout, il me semble, ce que la société, la communauté scientifique apporte réellement à la société. On sait très bien que les chercheurs individuellement ont souvent tort. Le seul mouvement qui tend vers plus de vérité est le mouvement collectif. Alors, il s'agit donc de créer un réseau collaboratif de travail, et pour cela, on doit s'ouvrir. Ce réseau, évidemment. Pour mémoire, il vous reste 2 minutes. D'accord, moi, je veux bientôt aller. C'est donc un réseau, et c'est là-dessus qu'on a travaillé récemment depuis 2-3 mois. C'est la question de l'ouverture au privé. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'on travaille à la direction des entreprises, puisque c'est là, c'est dans la sphère de la production que une bonne partie de la dégradation de l'environnement se produit. Et donc, n'importe qui a du temps libre pour travailler et qui est payé pour le faire pourrait rejoindre ce réseau. Les entreprises pourraient rentrer dans ce réseau en accordant ce droit à une partie de leurs salariés, par exemple dans la limite des 1%. Et dès lors que vous avez ce ticket d'entrée dans le réseau, vous avez le droit aux ressources du réseau, et notamment à ce que la communauté travaille sur vos problématiques si la communauté admet, après avoir travaillé sur le sujet, que c'est une problématique essentielle pour l'ensemble de la société. Donc on a un effet, un retour, un ticket d'entrée, un peu comme une question mutuelle, un ticket d'entrée pas très cher, pour un retour intéressant pour les entreprises qui y rentreraient. Je parle autant des petites que des moyennes et des grandes entreprises. Les scientifiques, comme ils sont assez bien répartis sur le territoire, pourraient coordonner ça sans centralisation excessive, de manière très très locale, dans des bassins d'activité. Le travail en cours, donc c'est un travail essentiellement de réflexion. Moi, je suis sur Montpellier et sur Orsay. On a un vivier qui est intéressant, et notamment des chercheurs de l'AVEX Entreprend, des chercheurs de développement durable, avec qui on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec des entreprises locales. Bon, on est dans du prototypage pour l'instant. On a des contacts avec des associations nationales, des syndicats, avec des retours intéressés pour certains, pas tous. Et donc, je présenterai également ce travail au tiers secteur de la recherche, qui est un associé clé dans ce projet dont je vais parler rapidement, une minute. Donc, le tiers secteur de la recherche, c'est un slide que m'a fourni Olivier Ragnaud, qui collabore avec moi là-dessus. Ça rassemble l'ensemble des acteurs du secteur non marchand, associations syndicales, politiques territoriales, qui n'ont aucun accès au financement de la recherche, alors qu'ils y participent en fait dans leur pratique. Elle va avoir leurs assises bientôt, et ce sont typiquement des viviers de personnes compétentes qui ont des problématiques très précises à résoudre et qui pourraient accueillir ces chercheurs militants, chercheurs volontaires, pour les former, pour les relier à la société. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que je n'ai pas introduit trop d'incompréhension et de malentendus. En tout cas, je suis là en ligne pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie.